Je m'en souviens. Avec Gilles Proulx. Nous poursuivons toujours cette série qui vous amène à vous sensibiliser sur Montréal et j'ai choisi 60 événements qui ont marqué l'histoire de notre ville, qui fête, encore une fois dans le rock'n'roll, son 375e anniversaire, tout en oubliant M. de Maisonneuve et Mme Mance et Marguerite Bourgeois et Marguerite Diouville et Dolores Desormeaux et combien d'autres, surtout du régime français, qu'on ne veut pas exhiber parce qu'on marche la queue entre les deux jambes et on a honte de son passé que nous ne connaissons pas. Parlons donc d'histoire. Je recule pas tellement loin, mais ça peut paraître très loin pour certains jeunes. 1920, par exemple, est arrivé ici quand le Congrès américain a voté la prohibition de l'alcool sur le territoire américain. Ça se passait en janvier 1920. Alors, les répercussions n'ont pas tardé à se faire sentir à Montréal, qui est devenu un refuge, une ville d'adoption temporaire en tout cas, pour les artistes de cabaret de New York ou de Chicago qui viennent de perdre leur gagne-pain, c'est-à-dire le cabaret et la boisson. Alors Montréal va être envahi, c'est pas nouveau, par des artistes d'outre-frontière. Alors la vie, la nuit, la vie nocturne, si on veut, de notre ville, se trouve soudainement stimulée par cette masse de talents et de dollars américains qui entrent ici. Les Américains qui voudront s'amuser en paix et en buvant autant qu'ils le veulent viendront en grand groupe dans nos rues de Montréal, dans le centre-ville notamment, Mansfield, Metcalfe et toutes ces rues-là, Closs, et nommez-les, puis le boulevard Dorchester, dans ce temps-là. Et évidemment, ça fait l'affaire des cabaretiers. Conséquence, c'est à cette époque que Montréal devient une destination touristique prisée, très recherchée. On a du plaisir à Montréal. We could talk in English, there's no problem at all. Côté francophone aussi, cette espèce de bouillonnement va agir à la faveur des cabaretiers francophones, ou italo-francophones, ou italo-anglophones, bien sûr. Alors, on va recruter des talents de Paris. Les folles années de 1920 seront extrêmement rentables pour notre ville et pour son artère centrale, celle de l'agitation de la rue qui ne dort pas, la rue Saint-Laurent, qu'on appelle prétentieusement un boulevard, la Main. Quand c'est bon jour et nuit, mais qui n'a pas encore goûté au très fameux délicieux stimé du boulevard Saint-Laurent. Present, c'est-à-dire des gens riches qui passent pour avoir de la classe. Les jeans sont interdits partout, à moins qu'elles soient signées. Ça m'énerve, alors je prends mon vieux cheville et vais me stationner le long des trottoirs du boulevard Saint-Laurent. La prohibition, ça fait notre affaire ici, ça faisait pas l'affaire aux États-Unis. La preuve, c'est qu'on a voté une loi, le Congrès a décidé. Mais les curés aux États-Unis, c'est un pays très catholique et protestant, mais protestants orthodoxes, ils font campagne du haut de leur chair contre cette utilisation abusive de l'alcool. Alors, la prohibition est promue aux États-Unis par des pasteurs protestants très influents qui déplorent les péchés commis sous l'emprise de l'alcool, et bien souvent par des militantes féministes aussi qui font de l'alcool le principal responsable de la violence conjugale. Il y a un peu de vrai là-dedans quand même. Alors, c'est tout un damné problème, surtout chez les ouvriers pauvres qui, une fois qu'ils ont leur paye, vont en taverne le vendredi soir et ils coulent évidemment le verre, mais ils coulent aussi leur paye.
En outre, plusieurs des grandes brasseries appartiennent alors à des immigrés allemands. Et on les aime pas tellement parce qu'on est au lendemain de la guerre. On a eu les affres de 14-18. Et enfin, il y a aussi le sentiment anti-catholique. C'est bien beau, les catholiques ont beau être contre l'alcool, mais on les aime pas. Criminaliser l'alcool revient à souligner l'immoralité du rite de la communion de l'Église romaine qui comprend obligatoirement la consécration du vin. Parce que le curé catholique, lui, lève son calice avec le vin dedans, c'est déjà une outrecuidance, c'est une exagération en faveur de la consommation d'alcool. Fallait être étroit d'esprit, n'est-ce pas? Fallait vraiment être facho ces bords et de droite extrême, et ces gens-là appartenaient justement à la ceinture biblique des États-Unis. Alors le gouvernement, lui, américain, va rassurer que chaque paroisse aura des rations de vin, des vins de messe calculés pour ses offices, pour pas que les prêtres catholiques fassent de l'exagération. Au Québec, les prêtres n'encouragent pas leurs ouailles à fréquenter les cabarets ou encore à se saouler la gueule, mais ils ne préconisent pas l'abstinence pour autant, ne serait-ce que parce que le vin, pendant la célébration de la messe, est quand même une boisson sacrée. Elle incarne le sang du Sauveur. Le gouvernement Tachereau, au Québec, sous la pression des États-Unis et des autres provinces, dont l'île du Prince-Édouard, qui a imposé la prohibition, c'est un pays de protestants, ça surtout. Alors, l'île du Prince-Édouard impose la prohibition à ses habitants. Pendant près de 50 ans, elle décide de créer donc la Commission des liqueurs pour contrôler la vente légale des boissons fortes. Un peu comme la marijuana de nos jours, même si vous avez les yeux vitrés puis vous n'êtes pas sous et vous riez pour rien du tout au volant, vous ne constituez pas au plaisir du pouvoir un danger public. Quelle folie furieuse! Alors, on crée donc au Québec la Commission des liqueurs qui va devenir la Régie des alcools et maintenant la SAQ pour contrôler la vente légale des boissons. Marie-Louise Guinan, dont les parents viennent du Québec, surnommée la Texane Guinan, une immense vedette de la chanson, du cinéma et du cabaret, à New York surtout, en profite pour revenir au pays de ses parents, inaugurer le cabaret Frolic. Il y a aussi le Boulevard, un autre cabaret, le Commodore, le Hollywood, le Blue Sky et Alouette, nommez-en. Combien de milliers de jeunes gens aisés de la Nouvelle-Angleterre, de la bourgeoisie américaine huppée, vont venir régulièrement à Montréal, ils partent de Boston notamment. Impossible de mesurer l'effet qu'a eu cette fréquentation de notre ville par l'élite financière et politique de la côte est des États-Unis. Mais si Montréal a encore aujourd'hui la réputation d'être une ville amusante, où il fait bon vivre, on se couche tard, et tout ça, ça rejaillit auprès de nos voisins du Sud comme réputation, c'est en raison de ce moment de notre histoire où les cabarets de Broadway sont venus chercher refuge chez nous. Jusqu'à ce que la prohibition prenne fin et que le crash boursier de 1929 ruine la plupart de ceux que les folles années 1920 avaient enrichis. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Parmi tous ces cabarets, il y en a un à un moment donné qui a été la cible de la pègre, qui s'appelait le Chinese Paradise. Il y en a à l'écoute qui se souviennent. Il a aussi connu ce cabaret-là en changeant de raison sociale pour Paradise Grill. Vous voyez que c'était beau en faveur du français. On passe du Chinese Paradise au Paradise Grill. Alors, c'était un célèbre cabaret qui était situé au 57 de la Gauchetière-Ouest et qui se faisait une spécialité d'embaucher les meilleurs musiciens des États-Unis, les Noirs en particulier, pendant ces belles années folles. On imagine que les prêtres et les bien-pensants de l'époque déploraient cette ambiance et cette musique associée au vice, parce que le jazz, c'était une musique, une invention du diable. Mais le tourisme américain et l'argent qu'il rapportait incitaient ainsi à la tolérance. Alors la mairie
se taisait. On a de tout temps chanté les nuits de Paris, la place Pigalle, Montmartre, les Halles. Dans le monde entier, on sait que là-haut, c'est beau. Oui, mais ici, on a aussi des filles jolies, des cabarets, des boîtes de nuit, pour y chanter dans la gaieté des airs légers. J'aime les nuits de Montréal, pour moi ça vaut la place Pigalle. Je ris, je chante, la vie m'enchante, il y a partout des refrains d'amour. Je chante encore, je chante toujours, et quand je vois naître le jour, aux petites heures vers ma demeure, je vais heureux à Montréal, c'est merveilleux. Alors, le malheur des uns faisait le bonheur des autres, et évidemment, va s'associer à la réputation de Montréal tout un programme de propagande, de publicité. Il va y avoir une publicité touristique, comme on en fait une actuellement. On envoie ça aux États-Unis, dans les aéroports. Venez visiter Montréal et Québec. Alors, il y avait une publicité touristique dans ce temps-là, à l'intention des Américains, en 1925 notamment. Et puis, on se taisait sur la question taboue de l'alcool. On n'était pas pour dire que c'était une ville d'enfer. Mais tout le monde savait que Montréal, c'était l'alcool légalisé et à la volonté. On pouvait se saouler la gueule, avoir bien du plaisir et accrocher une femme ou deux qui nous attendaient à la porte parce qu'elles étaient des prostituées et faisaient le trottoir. Les meilleurs musiciens de jazz de New York, en exil, dans les cabarets, venaient ici, mais ils venaient également, eux, pour s'exécuter devant les Montréalais, mais surtout pour profiter des filles de joie. New York était trop puritaine à cette époque-là par rapport à Montréal. Et autre époque, autre mœurs, et autre époque, autre temps. Parce qu'il faut rappeler que dans ces années, dans les cabarets, on avait bien du plaisir, mais il faisait froid l'hiver, et puis il y avait des abondantes tempêtes de neige. Et voilà qu'en 1925, un Montréalais imaginatif, Arthur Sicard, invente une machine qui va révolutionner la vie de la ville en hiver, dégager les rues pour permettre aux gens d'entrer aisément dans les cabarets quand il y avait des tempêtes. Ce nom ne nous dit pas grand-chose, Sicard, mais son invention, elle est sûrement familière à vos oreilles. Il a inventé la souffleuse à neige. Alors qu'il travaillait dans une ferme à Saint-Léonard, qu'on appelait Saint-Léonard de Port-Maurice à l'époque, il observe le fonctionnement des moissonneuses-batteuses. Il se creuse alors la tête, c'est un imaginatif, un patenteux, pour trouver le moyen d'adapter ce procédé, alors tout nouveau en agriculture, la batteuse, pour l'adapter à la neige. Montréal, ville nordique pleine de neige, connaît des hivers absolument rigoureux qui paralysaient la circulation, le va-et-vient, les activités des cabarets. Alors, le temps des pelleteurs achevait avec son invention. Ça nous forçait à imaginer la force physique de ces Hercules de la pelle. Tout le reste du Québec est également enseveli sous la neige plusieurs mois par année, tandis qu'un Armand Bombardier, dont on se souvient, mijote, lui, de son côté, tout près de M. Sicard, l'invention d'un autre moyen de locomotion adapté à cette surface, ce sera la motoneige. Arthur Sicard, lui, ambitionne plutôt de débarrasser rapidement les routes de la ville de Montréal, d'Outremont, qui va devenir une des premières clientes, de débarrasser les routes de la neige pour que les voitures et les camions puissent aller livrer. Et en 1927, Outremont achète à Sicard un premier prototype de souffleuse pour environ 13 000 $. C'était une somme énorme pour l'époque. Quand même, on est en 27. Cette souffleuse sera tellement solide qu'elle va servir jusqu'en 1952. Celle inventée en 25, c'était mieux que nos bagnoles d'aujourd'hui. Petit à petit, les compatriotes de Sicard comprendront la valeur de l'invention. Et à l'étranger aussi, on voudra que ces machines qui permettent de circuler dans les pays nordiques, même pendant la saison froide, alors là, on va avoir des clients. Imagine-t-on notre ville sans déménagement aujourd'hui?
j'ai envie de dire oui, dépendant de certains maires et des agglomérations qui décident de ramasser ou pas ramasser, ou de certains employés qui s'arrangent pour être absents, pour attendre, pour rentrer ensuite à temps et demi par temps double, et on se demande pourquoi ça coûte cher. Alors, cette machine à souffler la neige est d'invention relativement récente quand on y pense. Elle n'a même pas 100 ans. Montréal a donc passé près de 275 ans sans ce moyen de déneiger. N'était-ce pas la logique que ce soit chez nous? Et cela dit que cette invention voit le jour grâce au talent patenteux d'un des nôtres, que ce soit Bombardier ou Arthur Sicard. Hélas, la possibilité de déneiger nous a quand même privés de l'hiver reposant de jadis, où de la fenêtre on sortait pas, mais on regardait les beaux bancs de neige immaculés, très beaux comme dans les cartes postales et les cartes de Noël. Mais, évidemment, le commerce étant ce qu'il est, il fallait dégager pour faire place à cette importante circulation. La frénésie du travail devenait possible 12 mois par année avec l'invention d'Arthur Sicard. C'est clair qu'aujourd'hui, évidemment, on peut déneiger en un temps record, mais le temps record est plutôt rare quand on énumère les cas de surtemps, de tomber malade la veille d'une tempête. On connaît tout ça, cette manipulation des petits patrons, justement trop faibles pour diriger. Alors, prenons le plateau, par exemple. Une certaine administration, l'administration Ferrandez, pour ne pas la nommer, a, drastiquement parlant, réduit le déneigement non seulement pour faire des économies, mais aussi pour nuire au trafic automobile qu'il déteste. Il veut réduire l'automobile dans son royaume du plateau. Mais bien sûr, électoralisme oblige, on n'oublie pas de déneiger certaines pistes cyclables, parce qu'on a beaucoup d'écolos dans ce beau quartier à grands frais, au bénéfice d'une poignée d'irréductibles téméraires. Voilà quel a été le principal résultat de la souffleuse à neige, quand l'axe Montréal-Québec, puis l'axe Montréal-New York, puis l'axe Montréal-Toronto furent débloqués et vont débloquer le transport par camion, puis par train, et ça va quasiment supplanter le transport par chemin de fer, qui avait jusqu'alors l'avantage de s'accommoder l'hiver parce qu'ils avaient un chasse-neige devant leur locomotive. Maintenant, on déneige les sentiers de certains parcs en utilisant des souffleuses conçues selon le principe mis au point par Arthur Sicard, à qui nous rendons hommage. Cette invention montréalaise a normalisé la saison froide en nous déshandicapant, si on veut, tandis que jadis, nous jouissions d'une saison où tout allait au ralenti, ça faisait notre affaire, où l'on vivait sur les réserves de l'été. Voilà que la souffleuse, en débloquant les voies, a accéléré l'affairisme, le chiffre d'affaires. Ce n'est peut-être pas faute d'être visionnaire que les autorités montréalaises et québécoises ont mis du temps à systématiser l'usage de la souffleuse de notre ami Arthur Sicard. Peut-être se doutait-on que dès que cette invention se généraliserait, c'en serait fini de la tranquille saison hivernale où l'on se reposait. C'est un peu comme pour les radiodiffuseurs qui se pensaient fins et bons et ne prévoyaient pas que la télé viendrait piquer leur production littéraire à la radio. Alors, ils ne se souciaient pas. C'était la même chose pour ceux-là. Les autorités municipales ne voulaient pas nuire à un mode de vie. La souffleuse a aussi volé du travail à plusieurs démunis qui comptaient justement sur le déneigement, sur la pelle, pour arrondir leur fin de mois. Se souvient-on de l'expression « Je travaille sur la neige », c'est ainsi. À sa mort en 1946, avant que son invention ne conquiert le monde, Arthur Sicard a eu droit à un concert d'éloges à la radio et tous les Montréalais ont eu une pensée pour ce génie en 1971, enfin pas longtemps, à l'occasion de la tempête du siècle. Il y a eu alors
de telles précipitations que les souffleuses en furent, j'ai envie de dire, étouffées ou essoufflées. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendue droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver des roses bleues, des roses d'or. Boston aime s'afficher, par exemple, pour dire que Boston est une ville qui aime les animaux, qui aime les chiens. On ne peut pas en dire autant de Montréal et du Québec, où on se voit situé au dernier rang, au palmarès de la bonne traitance à l'égard de ces pauvres chevaux, ces chats et ces chiens. Mais on ne sait pas que près de la station de métro de la Savane se trouve le plus vieil hôpital vétérinaire de Montréal, du Québec et du Canada. L'hôpital vétérinaire Baker. Il a été fondé en 1866, soit une année avant la naissance de la Confédération, soit 3 ans aussi avant la création de la Société protectrice canadienne des animaux, qu'on appelle la SPCA. Les mentalités viennent de changer au sein de l'élite, parce que c'est l'élite qui aime les animaux plus que le petit peuple. Le petit peuple dans les campagnes ont un chien pour le malmener souvent ou aller chercher les vaches, mais sûrement pas pour s'attendrir et les écouter dans leurs émotions et leur dépendance affective. Alors les mentalités viennent de changer chez l'élite, du moins celle qui a assez d'argent pour se payer le luxe d'avoir un animal de compagnie en ville. Pour la famille ouvrière moyenne, l'idée d'un chat ou d'un chien domestique n'a aucun sens. On est déjà coincé dans des petits logements souvent trop sombres et les animaux n'y ont pas leur place. Dehors, on va peut-être aménager une cabane à chiens. Aux chats et aux chiens, les ruelles et les champs. C'est là que se trouve leur univers, ces pauvres bêtes. Évidemment, on les envoie aux champs parce qu'on dit qu'il y a des mulots et autres bestioles à chasser, et vous vous nourrirez avec cela. Quand il y a trop de chiens errants, on sort le fusil. On n'a alors aucun scrupule à tuer un animal, puisque ce n'est qu'un animal après tout. Et même le Code civil du Québec parlait d'un animal tel le chien comme un meuble, pas plus que ça, jusqu'à récemment. Une honte au Québec. Et quand on voit le nombre de malades qui, à tous les jours ou aux 2 jours, encore de nos jours, malgré toutes les campagnes de sensibilisation, continuent de malmener les animaux, chiens, chats ou chiens, ou autres bêtes, on s'aperçoit qu'on demeure encore des barbares. Alors on n'a aucun scrupule à tuer un animal. Ce n'est qu'un animal. Non seulement l'Église aussi ne reconnaît pas d'âme aux animaux, mais l'Église était attardée. Elle ne savait donc pas que saint François d'Assise était le patron des animaux. Voyez-vous, comme quoi l'ignorance peut s'emparer aussi des élites. Mais ce qui est pire, un philosophe rationaliste comme René Descartes ne voit en eux que des machines dont les nerfs s'apparentent à des ressorts et qui crient ou hurlent mécaniquement sans vraiment avoir de sensation. Ça, c'était des élites. Bref, alors qu'un prêtre voit dans le moindre chaton une créature que l'homme doit respecter pour ce qu'elle est, l'esprit rationaliste français lui ôte toute valeur, même animale, pour en faire un simple pacotille, une simple chose qui peut faire l'objet de toutes les cruautés. Et ce, pour cette raison, Montréal doit son âme charitable envers les animaux à sa communauté anglophone. Sans doute, d'autant que c'est en Angleterre qu'est né le souci moderne d'aimer et de protéger les animaux. Lorsque je visite un refuge pour animaux, lorsque je participe moi-même à des marches
en faveur du droit des animaux, je remarque qu'une majorité de bénévoles sont des Anglo-Montréalais. C'est indéniable. Et si je regarde le Canada, le Québec, une province que je tiens pour mon pays, me fait honte à cause de son bilan sordide. 3 ans après l'hôpital vétérinaire Baker, en 1869, la SPCA ouvre ses portes non loin de là, dans l'ouest de l'île, rue Jean-Talon, tout près du boulevard des Carriers. Ces animaux que l'on massacre quand ils se multiplient un peu trop, on va au moins tenter de s'en débarrasser plus. Humainement parlant, je veux dire plus dignement. Aux safaris durant lesquels les policiers s'amusaient à tirer sur les chiens dans la rue pour essayer leur revolver parce qu'ils ne savaient pas tirer. Alors ils tirent sur les chiens errants et évidemment qui vont s'en aller à la campagne, ces pauvres bêtes. Et la capture sera suivie par une autre politique peut-être un petit peu plus humaniste, l'euthanasie. Quelques 150 ans après la fondation de l'hôpital Baker, le Québec commence à peine à rattraper les autres provinces où l'on peut faire de la prison quand on maltraite un animal. Mais encore faut-il pincer l'animal qui a malmené l'animal. Alors qu'ici, la loi reste encore laxiste, puisque ce n'est qu'un animal. Puisque ce n'est qu'un animal, après tout. Quelqu'un s'est-il offusqué en 1866 que cet hôpital pour animaux soit créé alors qu'il n'y avait pas encore d'hôpital pour enfants. Le Montreal Children's Hospital, qui s'appelle aussi l'hôpital pour enfants, sera fondé 38 ans plus tard, en 1904. Je sais que les historiens ne mentionnent pas l'hôpital Baker, qui n'est pas une grande influence et qui n'est pas si important. Il est vrai sur les événements politiques de l'époque, mais l'ouverture de ce tout premier hôpital vétérinaire au Canada, à Montréal, marque un jalon dans nos mentalités. Du moins, annonce-t-elle cette ouverture, longtemps à l'avance, cette évolution chez les Canadiens français ou les Québécois, même si dans ce domaine, ils sont encore en retard sur les Anglo-Montréalais. Voilà pour aujourd'hui, mes chers amis. Je vous convoque à un autre volet où cette fois je m'attarderai sur cette inutilité qui a coûté très cher parce que nous n'avons pas de volonté à prendre des décisions et dire c'est comme cela que ça devrait marcher, non comme ceci, et non pas à ne rien faire, puis à attendre, puis créer des comités, puis des études. Je vais m'attarder sur la crise des accommodements raisonnables.